Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble deux articles de Riposte laïque. Ils concernent une personne, Nathan Colin Renovitz, décrit comme un militant antifa. Oui, bonjour. Notre but, c'est vraiment de voir quel portrait ces textes dessinent, ce qu'ils racontent sur lui, sur les faits rapportés. On se base uniquement là-dessus. Exactement. Et c'est important de noter la source. Riposte laïque, des papiers signés Cyrano, Albert Nollet, et tout tourne beaucoup autour d'un procès récent, qui aurait eu lieu début août 2025. Ça colore le récit, forcément. Alors, justement, allons-y. Qu'est-ce que ces articles nous disent sur les faits reprochés? Il parle d'une altercation assez violente, apparemment, pendant une manif à Paris, sur le boulevard Magenta. Hmm. Des militants de Némésis, un groupe identitaire, et puis aussi des journalistes de Valeurs Actuelles auraient été agressés par Aronovitch. Une vidéo partielle existerait selon les sources. D'accord. Et ce procès du 5 août 2025, il est central, j'ai l'impression. Ah oui, complètement. Les articles s'y attardent longuement. Déjà, sur sa description physique, très peu flatteuse, on trouve des mots comme crasseux, sale gueule. Bon. Ah oui? Et puis, il y a la défense. Apparemment, elle a d'abord essayé de faire annuler la procédure. Pour quel motif? Alors, les conditions de garde à vue, jugées insalubres. Et ça poserait problème à cause de ces troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, D'accord. notamment un besoin de se laver les mains et aussi un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il aurait dit aussi voir plusieurs psychiatres. C'est intéressant comment la source rapporte ça et elle, comment elle réagit à cet argument sur la garde à vue? Eh bien, elle le met tout de suite en balance, de façon assez critique, avec sa participation supposée à l'occupation de la gaieté lyrique. Ah oui, Oui, avec environ 450 migrants, dans des conditions d'hygiène que la source juge, elle, précaires. C'est une manière pour l'article de pointer une forme d'incohérence, quoi. je vois. Et mis à part cette question de procédure, qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur lui pendant cette audience, toujours selon ces articles? Pas mal de choses sur son parcours perso. Il serait né en 1990, ses parents sont chercheurs, lui-même ancien enseignant en droit. Ancien enseignant. Oui, il aurait arrêté en se disant maniaco-dépressif. Et puis, il est présenté comme doctorant en droit à Paris 2, ça fait plus de 10 ans maintenant. 10 ans. Ok. Et il vivrait surtout d'aide publique. La CAF, l'APL et puis l'aide familiale. Il habite dans le 19e à Paris. Le mot parasite est même utilisé par la source pour le qualifier. Parasite, c'est fort comme terme. La source explique pourquoi ce choix de mots. C'est lié à l'image qu'elle donne de lui. Cet éternel étudiant qui vit d'aide publique tout en menant, selon elle, des actions militantes violentes. Hmm. Les articles mentionnent aussi sa compagne, une actrice. Elle était là au tribunal, apparemment inquiète des menaces en ligne. Elle aurait aussi été présente lors des faits initiaux à la Bourse du Travail, selon la source. D'accord. Et sur ses motivations, qu'est-ce que des articles avancent comme explication à son militantisme? Alors, d'après ce qui est rapporté, Aronovis lui-même ferait un lien entre ses origines. Il serait petit-fils de rescapés juifs roumains de la Shoah et son engagement antiraciste et antifasciste. Ok. Il se revendiquerait aussi du service d'ordre d'un collectif des jeunes de Belleville qui serait lié au syndicat Sud. Et pour l'agression en elle-même, comment il la justifierait? Il aurait présenté la violence comme une réponse légitime. Il aurait entendu des slogans qu'il jugeait racistes ou antisémites. D'accord. Mais la source? Exactement, la source conteste ça fermement, en tout cas pour ce qui est de Némésis. Elle parle même d'inversion accusatoire. Mhm. Il aurait aussi refusé de faire appel à la police parce qu'il la jugerait contre les migrants. Et puis, les articles notent l'utilisation de gants fins, pas coquets selon lui, le port d'un masque pour pas être identifié et son refus de donner les codes de son téléphone. Tout ça pour souligner, selon la source, une volonté d'échapper à la justice. Oui, on voit bien le portrait très négatif qui est brossé. Comment la source analyse son profil de façon plus générale? Elle utilise des termes comme voyou antifa, éternel doctorant. C'est une façon de le définir d'emblée. Oui, ça cadre le personnage. C'est ça. Les articles vont même jusqu'à mentionner ses anciennes publications universitaires. Une note sur David Hicks, un entretien coécrit. En se demandant si ses co-auteurs, ils citent S. Jamal, L. Trijo, Achille, sont au courant de ses activités militantes. Ah d'accord. Et la critique est vraiment virulente contre ce que la source voit comme un mode de vie de parasite, contre ses justifications et même contre le système qui le soutiendrait. L'université, l'État, via la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qu'elle qualifie d'usine à gauchistes. D'accord. Et judiciairement, qu'est-ce qui est rapporté comme issue? D'après les textes, le procureur aurait demandé 10 mois de prison avec sursis simple et 2 ans d'interdiction de manifester. Et la défense?
La défense, elle, l'aurait présenté un peu comme un défenseur de la société contre le fascisme, agissant par nécessité car l'État serait défaillant. Elle aurait plaidé la relaxe avec des arguments du type pas de quartier pour les fachos. Hmm. La source en profite d'ailleurs pour critiquer l'absence lors de l'audience de l'avocat commis d'office pour Némésis, et le verdict était attendu pour le 8 août 2025, donc une date qui est passée au moment où on parle. Donc pour résumer, ce qui ressort de ces articles de riposte laïque, c'est vraiment une construction à une image extrêmement négative de Nathan Colin-Ronovitch. Il est dépeint comme un militant d'extrême gauche violent, manipulateur, qui profiterait du système. C'est le récit très spécifique de ces sources-là. Et pour terminer, peut-être une petite question à laisser en suspens. Cette focalisation des sources sur le parcours individuel, les traits psychologiques supposés, le contexte familial, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur la façon dont les conflits idéologiques sont parfois mis en récit? Comment des enjeux politiques peuvent se retrouver personnalisés, incarnés dans des figures comme celle-ci, dans certains discours médiatiques? Voilà matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis.